On va passer maintenant à la catégorie documentaire tourné à l'étranger. Patricia. Alors on a à nouveau des documentaires qui nous arrivent tournés à l'étranger, alors que pendant un moment, surtout à cause du Covid, on en avait moins. Et on est très content parce que ce sont des documentaires de très grande qualité. 2 prix ex aequo. Et on va commencer par Futur Champion, le prix de la gloire. Auteur-réalisateur Pierre-Emmanuel Luneau-Dorignac. Production Ciné-TV Estelle Mauriac et Fabienne Servan-Schreiber. Et ça a été diffusé sur Arte. Alors, c'est 2 prix. Et on n'arrivait pas à les départager. On a dit que ça serait 2 prix. Parce que c'est 2 documents extrêmement forts et de très très bonne qualité. On a vu les Jeux Olympiques. On s'est enflammé pour les Jeux Olympiques et ça a été magique et merveilleux. Mais qui a été récompensé pour ces Jeux Olympiques? Ce sont les champions. Derrière, il y a des centaines et des centaines de sportifs qui ont maltraité leur corps et qui n'ont même pas eu la récompense des Jeux Olympiques et des médailles. Donc c'est un film qui est extrêmement puissant. Christophe Philippe, pédiatre et pédopsychiatre, nous explique les choix du jury. Futur champion, le prix de la gloire, est un documentaire du réalisateur Pierre-Emmanuel Luneau-Dorignac. Il a été diffusé sur Arte le 23 juillet 2024 à 1h de grande écoute, soit 3 jours avant l'ouverture officielle des Jeux Olympiques Paris 2024. Autant vous dire que ce n'était pas le fruit du hasard du calendrier et que c'était même très courageux. Il déroule très habilement, à travers une longue enquête internationale, les rouages et les perversions d'un système qui vise à privilégier les intérêts économiques de la gloire à l'intérêt premier de l'enfant et l'envers de la médaille des entraînements intensifs. Certains propos font froid dans le dos, comme ceux du nageur américain Michael Phelps, qui dit « Je n'avais plus envie de vivre », ou ceux de Colline Weber, cette gymnaste écartée à 14 ans du pôle France de gymnastique de Marseille pour avoir levé l'omerta sur les violences subies en mettant en cause son entraîneur. On n'a pas le droit d'avoir mal. Encore une fois, ce qui a séduit le jury, en lui attribuant un prix, c'est que ce documentaire contribue à libérer la parole sur ces violences ordinaires envers les enfants, dans le sport de haut niveau, répondant malheureusement encore trop souvent aux attentes démesurées des parents et des entraîneurs, comme en témoigne une étude récente de la Fondation de France. Je vous laisse le soin de le découvrir et vous souhaite une excellente soirée. Malgré leur gravité, pour l'encadrement sportif comme pour le grand public, la blessure du jeune athlète est encore trop souvent considérée comme inévitable, voire comme une preuve de courage. Cette logique s'illustre d'une manière éclatante aux yeux du monde pour la première fois aux Jeux Olympiques d'Atlanta, en 1996. À l'époque, l'équipe de gymnastique féminine américaine avait recruté à sa tête Bella Caroli, l'ancienne entraîneur de Nadia Comaneci. Alors que la Russie et les États-Unis sont au coude à coude pour la première place aux épreuves de gymnastique par équipe, il reste 2 sauts à l'Amérique pour gagner la médaille d'or. Et tout le poids de la victoire repose sur les épaules d'une seule athlète, Kerri Strug. La gymnaste saute une première fois et retombe mal. Elle se blesse à la cheville. Les États-Unis sont toujours 2e. Sous la pression de son entraîneur et du public, malgré sa blessure, elle saute à nouveau. Le saut est réussi. Puis elle s'effondre. La gymnaste s'est totalement déchiré les ligaments de la cheville. Mais les États-Unis ont gagné la médaille d'or. She has done it. Tonight she was there for Bella, for her team, for her country, and for herself. Il y a tellement d'émotions contradictoires quand vous songez au fait que, mon Dieu, elle est tellement courageuse d'avoir fait ça. Mais en même temps, elle était réellement blessée et y retourner était vraiment dangereux.
Il y a un devoir de protection quand on est un coach ou un responsable d'événement. Il y a l'obligation de protéger l'enfant quand on a cette responsabilité. C'est de la maltraitance infantile. Vous n'avez pas le choix. Vous vivez dans un système où une seule valeur est valable, le sport. Sans le sport, vous n'êtes rien. C'est impossible de résister à cette pression psychologique, même en tant qu'adulte, et encore moins en tant qu'enfant ou adolescent. Ce n'est pas une championne. C'est une athlète à qui l'on a fait croire que la victoire à tout prix, quelles que soient les conséquences, est le seul choix possible. Pourquoi? Elle n'est là que pour faire fonctionner le système. This is the Olympics, the time you always think about. You know, it's the biggest competition. I've worked so hard for it, and I just, you know, it's a great opportunity to compete, and I really enjoy it. Après cet accident, Kerri Strug a dû mettre un terme à sa carrière en compétition. Elle venait d'avoir 18 ans. Je demande à Pierre-Emmanuel Luneau-Dorignac, réalisateur, et Estelle Mauriac, productrice, de bien vouloir nous rejoindre. Je rappelle que ça a été diffusé sur Arte. J'aimerais bien savoir, quelle a été l'audience de... C'était juste avant les Jeux, donc, hein, c'est ça? C'était juste avant les Jeux Olympiques. On a dû être autour d'1 million. D'accord. Un peu plus peut-être. Et là encore, on ne voit que... Bon, on voit l'exemple de cette gymnaste qui s'est tuée la cheville, mais Thierry Henry, dans votre documentaire, dit comment est-ce qu'on peut laisser un enfant de 13 ans l'arracher à sa famille pour espérer en faire un champion. Et c'est vrai que cette question, enfin, tous ceux qui ont des enfants, moi j'ai un gamin de 14 ans, il a déjà du mal à partir en colo, alors je me dis que l'arracher pour l'envoyer dans un centre de formation parce qu'il a été repéré, etc., ça doit être terrible. Et on demandera bien sûr à Bernard ce qu'il pense de cette séparation. Mais vous en avez vu des gamins comme ça? J'ai l'impression qu'il y a un mouvement maintenant, c'est difficile de le qualifier de mouvement peut-être, enfin il y a de plus en plus de grandes stars, de grands champions qui s'expriment pour parler de leur santé mentale, pour dire qu'ils ont traversé des dépressions, ou qu'ils le sont, dernièrement d'ailleurs sur la 6, je crois que c'était... Hein, oui, absolument. Camille Lacour. C'était... Camille Lacour et puis... Yannick Noah. Ouais. Le nageur aussi, Manodou. Florent Manodou. Mais c'est aussi Michael Phelps, c'est aussi Naomi Osaka, c'est aussi Simone Biles. En Norvège, il y a même eu une superstar qui a attaqué ses parents, ça a été suivi de façon considérable. Donc, si vous voulez, pour avoir travaillé précédemment sur la question des violences sexuelles dans le sport, donc dans le sport en général, ce qui m'a frappé, c'est de me rendre compte que finalement l'enfant est réifié. Voilà. C'est-à-dire que dans les deux cas, je crois que les violences psychologiques et physiques sur lesquelles on a travaillé, en fait, sont des branches d'un même arbre. Voilà. Et qu'à la racine de cet arbre, il y a la position de l'enfant qui est une chose. Voilà. Et une chose auprès de ses parents aussi. Il suffit d'aller, parce qu'on le voit, enfin, pardon, je ne vais pas vous parler de mon fils pendant toute la soirée, mais je l'accompagne au foot tous les samedis, il a 14 ans, et qu'on voit des parents complètement tarés sur le bord du terrain, qui veulent faire de leur gamin à Mbappé, et qui l'insultent dès qu'il rate une passe. Enfin, je veux dire, c'est aujourd'hui les violents. Là encore, je n'ai pas l'impression d'avoir vécu ça à l'époque où peut-être le foot était moins médiatisé, rapportait moins d'argent qu'aujourd'hui. Je ne sais pas, justement, ce que le passage que vous avez montré est un moment où c'est l'écho déjà de l'époque Nadia Comaneci, où on voit quand même ces espèces de petites poupées comme ça, parfaites, blafardes aussi d'ailleurs, qui répondent comme des robots. Et j'ai l'impression qu'on est... Voilà, j'aurais tendance à dire que c'est assez... que les racines sont assez lointaines dans l'histoire du sport. Ça va peut-être de pair avec aussi l'argent qu'il y a dans le sport, parce que les enjeux financiers sont considérables. Quand on voit par exemple que le président de la FIFA est en train de réfléchir à organiser une Coupe du Monde des enfants,
quelles vont être les conséquences sur les enfants et sur la façon dont ils sont entraînés et sur les enjeux qu'ils auront sur les épaules. Merci beaucoup et bravo. Un petit merci, pardon, à Arte. Alors, excusez-moi, je veux juste remercier Arte parce qu'ils ont été très très courageux, très engagés, justement pour diffuser le film avant les JO, alors que tout le monde fêtait l'événement. Ouais, c'était l'euphorie. Et le film est rediffusé sur Arte le 1er juillet et sur Public Sénat, qui est partenaire aussi du film, samedi prochain à 21h avec un débat. Donc c'est bien, c'est toujours important qu'il y ait un débat. Absolument, j'allais le préciser. Merci beaucoup. Et merci pour le prix. Alors je vais arrêter de faire référence à mon époque, puisque je tombe à côté à chaque fois, hein. En fait c'est pratiquement systématique, et on va laisser effectivement Bernard, parce qu'il y a aussi un problème, Bernard, pardon pour ses enfants, mais le sport de haut niveau c'est une pyramide. Il y a 1000 gamins en bas, il y en a un seul qui va y arriver, et tous les autres, les 999 vont se retrouver avec un rêve brisé, avec des conséquences psy. Oui, dans tous les sports, hein. Non mais là on en revient à ce que j'avais dit dès le début de la soirée. Je suis désolé de remettre le couvert, mais quand même de temps en temps on se dit quand même que il y a quand même des adultes qui sont des sales bêtes, hein, franchement. Parce que je veux dire, c'est quand même une ambivalence incroyable par rapport aux enfants. C'est-à-dire que sous prétexte de les amener vers la perfection, en fait, il est question de quoi? Il n'est pas question de l'enfant, il est question du narcissisme des parents, éventuellement de problèmes d'argent. Enfin, c'est-à-dire ça n'a plus rien à voir avec l'enfant qui est effectivement chosifié, qui est un enfant machine, qui est un enfant utilisé. C'est vraiment extrêmement choquant. Et il y a une autre dimension dans le film, dans le document qui est très importante, c'est le silence. Ça a été un petit peu dit, avec une phrase qui m'a marqué, hein, quand il y a des choses très très dures qui se passent, et des enfants qui tombent, des enfants qui se blessent au patin à glace, etc. Ce qui se passe sur la glace reste sur la glace. Hein, c'est dit aux enfants, c'est-à-dire que c'est pas la peine qu'ils aillent se plaindre au dehors, c'est pas la peine qu'ils aillent raconter ça. S'ils ont été maltraités pendant l'entraînement sur la glace, ça reste sur la glace. Et c'est glaçant. Sans jeu de mots. Bien, c'est vraiment glaçant. Et puis enfin, ça vient de loin. Et il faut dire un truc, il faut dire un truc, c'est qu'à la fin, mais je ne sais plus dans quel pays, il semble qu'il y ait une voie quand même, une possibilité qui s'ouvre d'entraîner autrement les enfants dans des conditions quand même plus respectueuses de leur personne, de leurs limites, de leurs capacités. C'est en Finlande ou Norvège, oui. Voilà, bon, voilà, c'est un petit signe d'espoir à la fin du film. Merci beaucoup. Merci Bernard.